merci à tous en tout cas d'être venus ce matin. Visiblement de bonne heure, un peu moins en retard que la dernière conférence que l'on avait faite au mois de mai dernier ici avec la BNC et je vois et Adviso, je vois Axel d'Adviso et Alexandre de la BNC, bref. Donc quelques têtes connues, pas mal de têtes que je ne connais pas non plus. Pour me présenter, Jean-Baptiste, je suis le responsable pour Didomi du Québec et du Canada. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec un panel, un beau panel qui se présentera tout à l'heure comme des grands. De mon côté, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Je vais très rapidement vous parler de Didomi et ensuite, bien sûr, on parlera de loi 25 avec un agenda qui serait le suivant, c'est-à-dire 1 heure de table ronde. Quand je dis table ronde, c'est que les intervenants vont échanger à la fois entre eux, mais aussi par l'intermédiaire des sondages auxquels vous pourrez répondre. Il y a un QR code sur les tables, donc on vous posera des questions, vous pourrez répondre au travers de ce sondage. Je ne suis pas seul puisqu'il y a le panel. Il y a aussi Lilian de notre événementiel chez nous qui est à l'accueil. Et puis je suis accompagné de Thomas qui est notre, alors pardon pour l'anglais, Chief Privacy Officer, en bon français québécois, responsable de la PRP, qui est dans la salle. Donc n'hésitez pas, avec un beau suite Didomi, n'hésitez pas à la fin de la conférence à lui poser aussi quelques questions d'ordre peut-être plus juridique si vous le souhaitez, sachant que sur le panel on a aussi de quoi répondre à ces questions. Voilà, Didomi, très rapidement, on est une entreprise créée en France au moment du RGPD en 2018, il y a 5-6 ans maintenant. On est leader européen de la gestion du consentement. D'ailleurs Charlotte, si tu peux passer la slide d'après s'il te plaît. Voilà, super, merci Vanessa. On gère, alors c'est des grands chiffres, un peu plus d'1 milliard de consentements mensuellement au travers des environnements de nos clients. Charlotte, qui est ici, représente en tant que directrice client les un peu plus de 1000 clients que nous avons, aussi bien en Europe, mais pas seulement, puisque l'Europe maintenant, c'est un peu moins de 80% de nos clients. Ce qui est important de noter, c'est qu'au-delà de cet outil SaaS qu'on pourrait vous proposer, notre taux de rétention est très bon, puisque nos clients sont là aussi pour la qualité de service que Charlotte représente avec l'équipe déploiement, avec l'équipe support, etc. Donc c'est, je crois, ce qui fait notre fort. Et puis de notre côté, l'aventure québécoise, elle a commencé, alors il y a pas mal de temps avec Ricardo Média, mais plus récemment aussi avec la BNC, donc avec la presse, et puis ces derniers mois avec SAQ, donc, qui est ici, avec toute une série de logos que vous voyez, l'Auto-Québec, Simon, Simplex, etc. À noter aussi l'Assemblée nationale du Québec qui nous fait confiance. Donc vous êtes entre de bonnes mains pour parler de la loi 25. Et je laisse maintenant donc la place au panel pour se présenter. Bonne conférence à tous. Donc, merci. Je vais débuter. Donc, Vanessa Deschênes, je suis avocate d'environ 15 ans de pratique, spécialisée en protection des renseignements personnels. Donc, j'ai notamment été chef de la protection des renseignements personnels d'une grande institution financière canadienne. Et plus récemment, j'ai été en cabinet. Donc, j'ai appuyé autant des startups, petites, moyennes, grandes entreprises à opérationnaliser la loi 25. Donc, je cède la parole à ma consoeur, Sophie. Bonjour, Sophie Deschênes-Hébert. Je suis conseillère juridique principale chez TELUS pour le volet consommateur. Donc, je m'occupe de tous les aspects contractuels, publicitaires et les enjeux de vie privée qui peut toucher une grande compagnie de télécommunications, comme vous pouvez figurer. Avant de me joindre à TELUS, il y a un petit peu plus de 3 ans, j'ai travaillé en pratique privée pendant 8 ans. Et je faisais du droit, du marketing, de la vie privée et de la consommation. Bonjour, donc moi je suis Frédéric Arcopino. Donc moi je suis directeur TI. J'accompagne la SAQ depuis quelques années, donc je suis directeur principal de tout le pôle applicatif. Avant la SAQ, moi j'ai travaillé dans le commerce de détail pendant de nombreuses années en France et avec le RGPD, donc avec cette loi 25 dont on va parler aujourd'hui. J'ai mis en œuvre la conformité pour la SAQ avec mes équipes. Carl, je suis consultant en sécurité de données et en conformité chez Valtech. Je travaille avec différentes entreprises nord-américaines, européennes à mettre en place des systèmes pour assurer la conformité.
J'ai un background de marketing, stratégie, architecture de données, stratégie de suivi utilisateur, puis maintenant en conformité. Donc pour terminer, donc moi je suis Charlotte, comme Jean-Baptiste pardon, l'a annoncé juste avant, je suis directrice du service client chez Didomi. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille chez Didomi, donc je suis arrivée au tout début de l'aventure. Et de mon côté, j'ai également un parcours juridique parce que j'ai étudié le droit des nouvelles technologies. Et ensuite, je suis arrivée chez Didomi et mon rôle est d'aider et d'accompagner nos clients dans leur mise en conformité. Et j'ai suivi un petit peu l'émergence déjà du RGPD en Europe et aussi beaucoup de nouvelles régulations sont apparues au fur et à mesure. Et donc voilà, on fait en sorte de continuer à accompagner les clients de Didomi dans leur mise en conformité avec de multiples régulations. Donc, merci tout le monde. Comme vous le voyez, on a des panélistes fort intéressants, donc j'ai bien hâte de m'entretenir avec eux. Par contre, pour débuter, si vous me permettez, on va faire une brève mise en contexte. Donc, le but, c'est de s'assurer que tout le monde est sur le même diapason. Donc, je vais faire un bref rappel de qu'est-ce que c'est la loi 25, quelles sont les modifications. Et par la suite, on va entrer dans le vif du sujet avec mes copanélistes. Je risque parfois d'aller prendre mes notes. Comme vous le voyez, je risque de manquer de main avec le micro, la petite manette. Donc, mise en contexte, la fameuse loi 25. Je vous ai mis ici une photo de moi. Je vous rassure, le but, ce n'est pas de vous parler de moi aujourd'hui. Par contre, je trouvais intéressant de se souvenir, de mettre en contexte la protection des renseignements personnels au-delà de la loi 25. En tant que juriste, je vous l'ai dit, ça fait une quinzaine d'années que je suis avocate, donc cette photo-là doit dater à peu près de 2007. C'était au début de ma carrière juridique. Et pourquoi je vous mets une photo de moi? Ce n'est pas pour vous montrer comment je vieillis bien. Mais c'est plutôt pour mettre de l'avant que déjà à l'époque, donc il y a 15 ans, je travaillais dans le domaine de la protection des renseignements personnels. À l'époque, j'étais au sein de la Commission des relations du travail, donc j'étais davantage spécialisée en droit du travail, mais je faisais aussi de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je suis toujours un peu surprise en tant que juriste de voir que l'aspect, les notions de protection des renseignements personnels, parfois on pense que c'est nouveau, mais nos lois au Québec datent de vraiment longtemps. Donc, à l'époque, il y a 15 ans, ça existait, mais vous voyez potentiellement pas très, très bien. Puis je ne veux pas vous donner un cours de droit 101, là, mais lorsqu'on lit une loi, puis je suis sûre que vous faites tout ça le soir, on voit les années auxquelles les différents articles ont été édictés, mis en vigueur. Donc ici, je trouve intéressant de vous montrer qu'on a un article qui date de 1993. Alors, et oui, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé date de 1993. Et on a eu évidemment des modifications en 2021 avec l'adoption du projet de loi 64 qui est devenu la loi 25. Le nom de la loi, c'est la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Vous comprendrez pourquoi souvent on dit juste loi 25, c'est plus court. Donc, le but, c'était vraiment de venir moderniser nos lois en matière de protection des renseignements personnels. Vous vous le doutez, je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui travaillent dans le domaine des technologies. Donc, les technologies de 1993 à aujourd'hui 2023 ont beaucoup évolué et ça fait maintenant partie de notre quotidien en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'organisation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la loi 25? Comme je vous l'ai dit, c'est qu'on est venu moderniser la loi et on a apporté certaines modifications, des nouvelles dispositions. Il y en a d'autres qui sont légèrement modifiées. Et la loi entre en vigueur, vous avez sûrement entendu ça, en palier. Donc, pourquoi en palier? Parce qu'on a eu des entrées en vigueur l'année dernière, donc le 22 septembre 2022. On a beaucoup de nouvelles obligations qui entrent en vigueur ce vendredi, donc le 22 septembre 2023, et on en a quelques-unes qui vont entrer en vigueur en 2024. Donc, bref rappel, qu'est-ce qui est entré en vigueur l'année dernière?
on a la désignation d'un responsable de la protection des renseignements personnels. À titre de rappel, de facto, cette personne-là, c'est la personne qui a la plus haute autorité au sein de votre organisation. Donc, généralement, on pense au PDG, au CEO. Évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails. Ça dépend de la structure de votre organisation. Donc, pour certaines organisations, c'est peut-être pas si simple que ça de déterminer qui est la personne ayant la plus haute autorité. Mais retenons ce principe-là. Et rappelez-vous aussi que cette personne-là peut déléguer en tout ou en partie certaines de ses fonctions. Par contre, ou certaines de ses tâches, je devrais dire, par contre, ça doit se faire par écrit. Un autre élément dont on a beaucoup parlé, c'est les nouvelles obligations en matière de notification des incidents de confidentialité. Donc, depuis l'année dernière, les entreprises doivent notifier à la Commission d'accès à l'information aux individus s'il y a des incidents. Évidemment, il y a certains critères qui vont justifier une notification. Donc, on parle notamment d'un risque de préjudice sérieux. Et on doit aussi tenir un registre. Encore une fois, pour le registre, bref rappel, ce que l'on doit consigner dans notre registre, ce n'est pas juste les incidents que l'on va notifier à la Commission d'accès à l'information, mais tout incident de confidentialité. Donc, qu'on rencontre ou non le critère de notification. Ensuite, l'année dernière, on a également eu des nouvelles exigences. Peut-être que ça vous touche moins, mais à tout le moins au niveau du consentement, donc notamment si on communique des renseignements personnels en vue d'une transaction commerciale. Donc, on a certaines obligations additionnelles par rapport à ça, notamment la suppression des renseignements personnels. Donc, ça, c'est un exemple. On a aussi eu des nouvelles exigences en lien avec la communication des renseignements personnels à des fins d'études, de statistiques ou de recherche et aussi au niveau de la biométrie. Donc, c'est ce qui est entré en vigueur l'année dernière. Donc, cette année, dans les prochains jours, qu'est-ce qui va entrer en vigueur? Je vous dirais, c'est vraiment le gros morceau. Pourquoi? Notamment concernant le premier élément. Donc, les entreprises vont devoir ou devraient avoir mis en place ce qu'on appelle, c'est un cadre de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, c'est-à-dire mettre en place des politiques, des procédures. Donc, la loi vient nous dire que minimalement, on doit avoir des politiques, procédures en matière de conservation, destruction des renseignements personnels. On doit avoir des processus pour la gestion des plaintes. Et il m'en manque un. Ah oui, prévoir les rôles et responsabilités des gens de votre organisation tout au long du cycle de vie des renseignements personnels. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, peut-être que oui, peut-être que non, mais juste ça, prendre le temps de réfléchir, de rédiger des politiques, des procédures, juste ça en soi, ça peut être quand même laborieux parce que ce qu'on veut, c'est pas créer un bout de papier qui va rester sur le coin d'un bureau, mais c'est vraiment d'être en mesure d'opérationnaliser ces politiques, procédures et processus-là. Ensuite, une autre nouveauté, les fameuses évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, la loi vient nous dire que dans certains cas, on va devoir faire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Exemple, si vos renseignements personnels sortent de la province du Québec, vous allez devoir faire ce qu'on appelle des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Aussi, si vous avez un projet d'acquisition, de refonte ou de modification d'un système d'information où il y a de la collecte, de l'utilisation de renseignements personnels, vous devrez faire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée en amont. À titre informatif, la Commission d'accès à l'information a un guide pour aider les entreprises à savoir un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Ce guide-là, je dois avouer que je ne suis pas allée voir hier soir, mais de mémoire, il n'est pas encore à jour en lien avec la loi 25. Je pense qu'il date de mars 2021, mais à tout le moins, c'est quand même là, un bon guide de base en attendant sa mise à jour.
Impartition et transfert hors Québec, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? J'ai hâte de voir tout à l'heure, on va avoir un petit sondage pour vous, mais à mon avis, la majorité des entreprises pour lesquelles vous travaillez communiquent potentiellement des données hors Québec, hein, compte tenu du le pays dans lequel on est, donc que ce soit à l'extérieur du Canada, aux États-Unis, en Europe. Et donc, dès lors que les données transigent à l'extérieur de la province, on devra, oui, faire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, mais il y a aussi des notions en lien avec les contrats. Par exemple, si vous avez des impartiteurs de services, donc il y a des clauses spécifiques additionnelles que vous devrez vous assurer d'avoir dans vos contrats. Et sinon, plusieurs nouvelles exigences en lien avec le consentement dont on va assurément discuter entre nous tout à l'heure. Donc, on parle de notion de transparence. On a des nouvelles exigences, comme je l'ai dit, au niveau du consentement, mais au niveau de l'information que les entreprises doivent donner. Par exemple, si vous utilisez des technologies où il y a des décisions automatisées, on doit préalablement informer les individus. Donc, ça, c'est une des nouveautés dans la loi. On a aussi un nouveau principe qu'on appelle le principe de confidentialité par défaut. Ça va être intéressant de voir ça aussi, comment ça va se vivre, je vous dirais, au sein de nos organisations. Mais essentiellement, si vous avez un produit technologique, un service technologique que vous offrez au public, et le mot public est important parce que ça ne vise pas les services technologiques à l'interne, donc par exemple un intranet, mais si vous offrez des produits au public technologique, vous devez vous assurer que par défaut, c'est le plus haut degré de confidentialité. Donc au niveau des paramètres, vous devrez vous assurer que ces paramètres-là sont au plus haut degré de confidentialité. Donc, déjà là, ça peut avoir un impact dès le début de votre idéation dans vos nouveaux produits ou services technologiques. Finalement, évidemment, c'est un grand survol. Vous comprendrez que parfois, le diable est dans les détails, puis je veux vraiment prendre le temps d'échanger avec nos co-panélistes. C'est pour ça que je passe rapidement. Mais d'ici 2024, donc l'année prochaine, on aura l'entrée en vigueur du droit à la portabilité. Je vais être honnête avec vous. Puis je ne sais pas si ma consoeur Sophie a la même lecture. C'est encore un peu nébuleux pour moi comment ça va se vivre, ce droit à la portabilité-là, notamment parce que, bon, il y a quand même des distinctions avec ce que l'on voit en Europe. Puis on sait qu'en Europe, c'est, si je ne m'abuse, un des droits qui donne beaucoup de maux de tête aux entreprises. Donc, ça va être intéressant de voir aussi au Québec là, comment on va vivre tout ça. Donc, c'était mon bref survol. Ce que je veux mettre de l'avant, puis ce qui est notamment pertinent pour nos échanges aujourd'hui, c'est notamment les nouvelles obligations en matière de transparence et de consentement. Donc, lorsqu'on parle de nouvelles obligations en matière de transparence, petit rappel ici, ce que la loi vient dire essentiellement, c'est que les entreprises doivent informer la personne concernée, donc votre client, votre employé, de ses pratiques en matière de protection des renseignements personnels. Donc, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait avoir un cadre de gouvernance, des politiques sur la conservation, traitement des plaintes, etc. Donc, on doit informer les gens de qu'est-ce qu'on collecte, à quelle fin on les collecte, pourquoi on les collecte, à qui on va communiquer les renseignements personnels, pourquoi on les utilise. Donc, vous trouvez ces éléments-là dans la loi. Et ça doit se faire en termes simples et clairs. Donc, hurrah, peut-être, on va devoir, nous, les avocats, simplifier nos termes. Ça a fait partie quand même beaucoup je pense, de critiques à travers les années que, bon, parfois, tout ce qui touchait la protection des renseignements personnels, c'était écrit dans des beaux termes d'avocats que bien des gens ne comprenaient pas. Donc, ça va amener aussi un exercice
de clarification, potentiellement que les équipes de marketing, communication vont devoir mettre la main à la pâte pour s'assurer que tout ça est simple et clair. Et lors de la collecte sur demande ou lors de l'utilisation de certaines technologies, on devra donner de l'information aux personnes concernées. Concernant le consentement, ce qui est important de retenir, c'est que, ça je trouve que parfois on l'oublie, les renseignements personnels appartiennent à un individu. Donc, moi, Vanessa Deschaines, avocate, c'est des renseignements personnels, donc sont propres à ma personne. Et donc, je devrais avoir un contrôle sur l'utilisation qui est faite, la communication qui est faite de mes renseignements personnels. Et donc, c'est aussi ça qu'on a voulu remettre de l'avant avec la loi 25. C'est un peu, je dirais, de redonner ce pouvoir-là aux individus. Donc, en tant qu'entreprise, je pense que c'est important de toujours garder ça en tête, que oui, on collecte des données, oui, on veut offrir le meilleur service à nos clients, une expérience, potentiellement de la personnalisation, mais rappelez-vous toujours que ces données-là, à la base, les renseignements personnels appartiennent à un individu. Donc, on veut que les gens consentent avant la collecte ou au moment de la collecte. Le consentement peut être implicite ou explicite. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été clarifié par la loi 25, parce qu'avant les modifications, il y avait un peu un débat à savoir, OK, est-ce que le consentement implicite est légal ou non? Donc là, c'est vraiment clair. Et on a quand même des exigences, par exemple, si on veut utiliser des renseignements sensibles, donc on pense à des renseignements de santé à des fins secondaires, bien là, on aura besoin d'un consentement express. Et une autre nouveauté, c'est que le consentement devra être donné par finalité et de façon distincte. Et je termine rapidement sur le « de façon distincte ». Sachez que ça ne veut pas nécessairement dire que le consentement doit être dans un document à part. Il pourrait être dans le même document, mais ça doit être quand même de façon distincte. Donc, ça peut être un encadré, par exemple, distinct. Par contre, le critère distinct est très important. Comprenez simplement que distinct ne veut pas dire deux documents, par exemple. Encore là, ça dépend de vos processus internes et tout ça. Ouh, je suis essoufflée. Donc, pourquoi on parle tant de la loi 25 si je vous ai dit que c'est pas tant nouveau? Il y a différentes raisons. Oui, il y a l'évolution, évidemment, des technologies. Donc, on avait besoin de moderniser la loi qui était peut-être pas tout à fait adaptée au monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui. Mais on parle aussi beaucoup de la loi 25 compte tenu des potentiels risques pour vos entreprises parce que les sanctions administratives, pécuniaires ont énormément augmenté. De mémoire, avant l'entrée en vigueur du projet de loi, on avait des potentiels. Évidemment, ça dépendait s'il y avait des récidives et tout ça, mais ça tournait autour de 1 000 à 10 000 $, potentiellement de 100 000 en cas de récidive et de non-conformité majeure. Mais on s'entend que là, on est dans un autre niveau. Donc, on peut avoir des sanctions administratives allant jusqu'à 10 millions de $ ou 2 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 25 millions ou 4 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, pas mal plus élevé qu'un potentiel de 10 000 ou 100 000 $. Ça va aussi, évidemment, augmenter potentiellement certains coûts au niveau de la mise en conformité, par exemple. On doit retourner à la table à dessin pour s'assurer que nos processus, procédures sont conformes. Et évidemment, pourquoi c'est important de se préoccuper de la loi 25, outre les aspects de non-conformité, vous vous en doutez assurément, il y a toujours le risque réputationnel. Donc, c'est démontré dans les sondages que les consommateurs veulent faire affaire avec des entreprises qui ont la protection des renseignements personnels à cœur. Et donc, on voit aussi que lorsqu'il y a des incidents, mais il peut y avoir des pertes de revenus clients, etc. Donc, ici, c'est un résumé de ce que vous devriez avoir mis en place en date d'aujourd'hui.
Donc, en rafale, désigner un responsable de la protection des renseignements personnels, créer ou mettre à jour les politiques et les pratiques encadrant la gouvernance des renseignements personnels, mettre en place un registre des incidents de confidentialité et un processus de notification, mettre en place les nouvelles obligations d'information et de transparence, publier les éléments clés des règles de gouvernance encadrant la protection des renseignements personnels sur le site Web de l'entreprise, mettre en place un processus d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, mettre à jour les consentements pour recueillir, détenir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels, réviser, élaborer des clauses contractuelles en cas d'impartition de renseignements personnels, mettre à jour, élaborer les procédures adéquates pour la gestion des droits des individus et mettre en œuvre et activer les paramètres de confidentialité par défaut. Encore une fois, c'est une liste à haut niveau, mais ça fait quand même un bon tour là, des éléments que vous devriez avoir mis en place ou tout le moins, il vous reste encore quelques jours d'ici vendredi. Et si vous n'avez pas coché ces cases, oui, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de la table ronde avec Jean-Baptiste. On sera ravis de pouvoir vous aider sur cette partie à minima collecte de consentement sur votre site ou collecte de consentement plus global. On est à disposition pour répondre à vos questions. Super. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire un petit sondage. Donc, la parole est à vous. Normalement, vous devriez avoir un code barre sur vos tables. Donc, je vous invite à scanner le code barre. Et je présume que vos données seront confidentielles, anonymes et... Je demanderai votre numéro d'assurance sociale, par exemple. Donc, voilà. Et on a une question. Donc, ce que vous connaissez sûrement, ces petites applications. Donc, on pourra avoir vos résultats en temps réel. Alors, la première question que je vous pose est la suivante. Devez-vous vous mettre en conformité avec d'autres lois de protection des renseignements personnels que la loi 25? Donc, jusqu'à maintenant, on a un oui. On a quand même un non, seulement la loi 25. OK, intéressant. Ça continue à bouger. Qui va gagner la course? C'est comme, on dirait, vous savez, les petits chevaux, là. OK, super, ça semble se stabiliser. Donc, on voit qu'on a une majorité de gens qui répondent oui, toutes les lois citées et d'autres régulations internationales. Donc, ça confirme un peu ce que je vous mentionnais, puis je me doutais que la majorité d'entre vous aviez à jongler avec d'autres lois que la loi 25. On a quand même près de 25% de personnes qui répondent non et qui semblent seulement être assujetties à la loi québécoise. Et donc, ce qui me mène en fait à la première question, premier échange avec mes copanélistes, et je vais m'asseoir parce que là, je ne vais pas être la seule debout. Donc, on va parler un peu de la loi 25 par rapport aux autres législations au reste du monde. Évidemment, la loi 25, on en a beaucoup parlé. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être qu'en 2018, on avait vécu quelque chose de similaire avec le RGPD, hein, cette fameuse loi qui est entrée en vigueur en Europe. En droit, je ne vais pas vous faire un cours de droit 101, mais on a normalement un principe de territorialité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une loi va être applicable dans un territoire en particulier. Donc, au Québec, on a les lois québécoises qui s'appliquent au Québec. En Ontario, il y a des lois. Et puis, c'est la même chose dans les autres pays. Donc, les autres pays ont des lois. La particularité avec la protection des renseignements personnels, vous vous en doutez, les renseignements se promènent d'un pays à l'autre et le RGPD, notamment, est venu mentionner clairement qu'il avait une portée extraterritoriale. Ça fait en sorte que certains d'entre vous sont assujettis, oui, à la loi 25, mais aussi au RGPD. Donc, on compare souvent la loi 25 au RGPD. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a été fortement inspiré du RGPD. Un des éléments, une distinction pour moi qui est fondamentale, c'est l'aspect du consentement.
au Québec, puis je dirais même au Canada, l'assise de nos lois en matière de protection des renseignements personnels, c'est le consentement, c'est la seule base légale, ce qui est quand même différent au niveau du RGPD. On a d'autres bases légales que le consentement. Fait que pour moi, ça, c'est quand même une distinction que je trouve importante, mais je serais curieuse d'entendre mes copanélistes, notamment Sophie, sur quelles sont les ressemblances, les différences. Est-ce que la loi 25 est plus stricte que les autres lois? Bien, en fait, je pense que tu as bien cerné un des éléments. Dans le RGPD, on parle d'intérêt légitime, notion qu'on n'a pas du tout dans la loi 25. Donc, effectivement, l'élément clé qui est vraiment au cœur de la loi 25, c'est le consentement. Donc, on a besoin du consentement soit implicite, soit express pour pouvoir utiliser les renseignements. Puis, tu as parlé de la notion de contrôle tantôt. La notion de contrôle va de pair avec le consentement parce qu'évidemment, tout revient à la personne concernée, à l'individu, de décider si oui ou non il consent à la collecte de ses renseignements personnels. Il y a la Commission d'accès à l'information qui a publié une ligne directrice. Si vous avez envie de vous casser la tête ou de trouver un bon somnifère, je vous recommande ça fortement. C'est une ligne directrice sur le consentement qui est, à mon sens, quand on commence à la lire, on se dit « Ah, c'est quand même bien fait, c'est compréhensible, c'est digeste. » Puis là, finalement, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a plein de contradictions là-dedans. C'est un peu un foutoir, là, excusez mon français. Et là, tu te dis comment on va faire pour pouvoir mettre ça en pratique. Donc, c'est un projet de loi, c'est un projet de ligne directrice, pardon, qui a été publié, qui a été soumis à des fins de consultation. Donc, tout porte à croire que ce n'est pas la version définitive, du moins je l'espère. Mais il en demeure pas moins que, comme tu dis, c'est très restrictif. On dirait qu'au Québec, on a voulu faire une espèce d'hybride entre... parce que, comme tu disais, la protection des renseignements personnels, c'est pas nouveau. C'est vraiment... juridiquement parlant, là, ça fait très longtemps. D'ailleurs, il y a des articles du Code civil qui datent des années 90 qui parlent de ça aussi. Puis, au Canada, au niveau fédéral, on a l'acronyme PIPEDA que vous connaissez sans doute, qui est une loi qui, moi, je trouve, est extrêmement bien structurée, avec une annexe qui nous aiguille sur comment mettre en pratique des bons principes pour être en mesure de respecter la protection des renseignements personnels. On parle notamment de consentement express pour des renseignements sensibles, on va parler d'obligation de transparence. Donc, c'est comme des éléments qui étaient déjà là depuis 2001, dans la loi fédérale, mais qui n'étaient pas présents au Québec encore. Mais moi, dans ma pratique, j'utilisais souvent la loi fédérale pour essayer de me faire une tête sur comment interpréter dans les années 2010, 2015, 2020 la loi du Québec qui datait de 1994. Fait que c'est comme si, avec la loi 25, on a comme voulu codifier des principes de PIPEDA, puis en même temps faire un hybride avec le RGPD. Puis on dirait que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont pensé, mais ils en sont venus à être plus restrictifs que le RGPD à certains égards. Donc, en d'autres mots, si vous comprenez la loi 25 et que vous êtes en mesure de vous y conformer, bien, je pense que vous êtes bien outillé dans d'autres législations. Je pense que c'est voilà. Oui, puis je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui avaient quelque chose à ajouter par rapport à ça. Comment vous le vivez dans votre pratique, ce mix-là de lois, hein, parce que je présume que, je pense notamment à Carl, je présume que vos clients ont à respecter d'autres lois que la loi 25. Au niveau technique, pour la mise en place des différents systèmes de conformité, le point de départ reste le même, qui est de faire une cartographie des données, bien comprendre notre écosystème technologique, puis ensuite de ça, avoir une discussion avec les avocats pour l'attribution de ces fameux rôles, qui souvent est la discussion qui est la plus longue, puis dans laquelle il y a souvent de la mésentente. Le rôle des systèmes et le rôle et l'utilisation de la donnée qui vont impacter directement ensuite de ça la collecte de ces consentements-là, puis le respect des consentements. Ensuite de ça, je suis exposé à deux approches. Soit on applique le cadre législatif le plus sévère à l'ensemble de nos propriétés, ou des solutions technologiques qui offrent beaucoup de flexibilité peuvent permettre de créer différentes bannières de collecte du consentement puis mettre en place différents systèmes de gestion pour différentes géographies.
l'élément qui amène le plus de complexité, c'est la gestion de la circulation de la donnée. Surtout quand on commence à travailler avec des données sensibles qui doivent être entreposées et rester dans le pays où elles ont été collectées. Là, on entre dans des défis intéressants d'architecture et de gestion de la donnée et des défis aussi dans la collecte et la gestion du consentement. J'espère que ça répond à la question. Oui, bien, dans le fond, je pense que ça démontre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, là, dans le sens où, puis bon, tu sais, on se fait souvent dire en tant que juriste, ben tu sais, tout le temps oui, mais la réalité, c'est que les lois en matière de protection des renseignements personnels, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'interprétations. Donc, effectivement, tu sais, puis je présume que, tu sais, je ne sais pas Frédéric, mais je présume que Sophie aussi, tu l'as vu dans ta pratique, il y a plusieurs entreprises, comme Carl l'a mentionné, qui vont décider d'utiliser le cadre le plus strict puis l'implanter partout. Par contre, ça se peut que pour vos activités, c'est pas ce qui fasse le plus de sens non plus, tu sais. Fait que, malheureusement, il n'y a pas une recette toute faite. Ça revient à dire, OK, mais c'est quoi mes impératifs d'affaires? Puis comment je suis capable de conjuguer tout ça, oui, d'un point de vue légal, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, tu sais, la loi prévoit, dans le fond, le cadre minimal à respecter, bon, parce que c'est d'ordre public, mais il reste que dans vos entreprises respectives, ou si vous êtes, mettons, une entreprise qui fournit des services au public versus un fournisseur de services plus en B2B, il n'en demeure pas moins qu'il y a certaines organisations qui vont exiger quelque chose de plus restrictif aussi. T'sais, moi, j'ai déjà vu, par exemple, que c'est possible de faire un transfert d'informations à l'extérieur du territoire, mais qu'il y a des entreprises qui vont dire, bien, moi, je tiens à ce que, peu importe le fournisseur de services que tu utilises, les renseignements restent à l'intérieur. Ça apporte un degré supplémentaire de complexité parce que là, parfois, les fournisseurs de services avec qui vous faites affaire, bien, eux ne sont pas en mesure d'assurer ça. Fait que là, d'un point de vue contractuel aussi, puis dans le choix du fournisseur, ça peut apporter beaucoup de complexité, là. Charlotte, tu as peut-être un regard, toi, un peu plus... Oui, je me permets d'ajouter qu'on voit, en fait, effectivement, dans nos clients, que ce soit les clients canadiens ou les clients européens ou américains, tout le monde n'a pas la même interprétation. En fait, ça dépend aussi des services juridiques. Donc, tout le monde n'implémente pas la loi de la même manière. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous, on propose un outil flexible et qu'on voit d'ailleurs, par exemple, pour citer un exemple très concret, on a déjà quelques clients canadiens qui ont implémenté cette fameuse bannière de consentement sur leur site Internet. On voit que certains clients ont implémenté un bouton « Refuser » qui permet à l'utilisateur de refuser le dépôt de traceur directement sur la première fenêtre. Et on a aussi d'autres clients qui n'ont pas mis ce bouton et donc qui ont une interprétation différente. Voilà, ce qui est bien, c'est que vous avez le choix. Il vous faut un outil flexible qui vous permet d'implémenter les choses telles que vous les interprétez. Et sur le côté multirégulation aussi qu'on a évoqué, c'est vrai que maintenant, vu qu'il y a ce principe un peu de territorialité dans toutes les lois qu'on voit sur les renseignements personnels, dès que vous avez des utilisateurs qui proviennent par exemple de l'Union européenne ou peut-être aussi sûrement des États-Unis, vous devez vous conformer à ces lois-là. Et encore une fois, du coup, ce qui est pratique, c'est qu'il vous faut un outil flexible qui vous propose d'avoir plusieurs types d'implémentation et de pouvoir switcher en fonction de l'utilisateur qui vient sur votre site. Et c'est aussi quelque chose qu'on propose avec notre interface et que certains clients ont déjà implémenté. Donc, ils vont avoir la bannière CPRA pour les utilisateurs venant de Californie, une bannière plus conforme au RGPD pour les utilisateurs venant de l'Union européenne et une bannière plus conforme, parce qu'on a évoqué quelques différences quand même, une bannière pour la loi 25 pour les utilisateurs venant du Québec, par exemple. Évidemment, quand on parle de bannière de consentement, ça fait aussi beaucoup référence au comportement de l'utilisateur en ligne, ce qui m'amène à notre prochaine question pour vous. En fait, je vais y venir, mais la première question en lien avec notre prochain échange est la suivante. Pensez-vous que les internautes soient sensibles à la protection de leurs données en ligne? Faut-il que je fasse quelque chose pour voir des résultats ou...
Désolée. Il fallait effectivement que je fasse quelque chose. OK, donc, OK, on a quand même une grande majorité de gens qui disent oui, mais je pense que le sujet est encore mal compris des internautes. Intéressant. Ah! Aussi intéressant de voir qu'il y a 0% de gens qui pensent que les internautes sont indifférents. OK, super. Effectivement, j'aurais tendance à dire que j'abonde aussi, moi, avec la réponse, avec la majorité d'entre vous. On a un petit graphique ici. Évidemment, on s'entend, là, le graphique date de 2015. Dans le domaine du numérique, 2015, c'est très, très, très vieux. Mais on trouvait ça quand même intéressant, notamment parce qu'on voit aussi un peu une tendance à l'époque qui était similaire entre le Canada et la France. Puis vu qu'on a dit que la loi 25 était quand même beaucoup inspirée du RGPD, c'est intéressant parfois de mettre ces données-là en perspective. Donc, on disait que la plupart des consommateurs ne sont pas confortables avec la manière dont les entreprises gèrent leurs données personnelles. Ça, c'était en 2015. Là, se pose la question, OK, mais comme vous l'avez mentionné, est-ce que les gens sont vraiment au courant de ce qui se passe en ligne et tout ça? Et lorsqu'on a fait la préparation entre nous pour le panel, ça a amené une discussion intéressante, notamment Frédéric. Je ne sais pas si tu te souviens un peu de nos discussions par rapport aux statistiques et tout ça, puis je trouverais ça peut-être intéressant que tu partages ça avec l'auditoire. Oui, en fait, je me disais... plus le temps passe, plus on est exigeant en tant que client, puisque plus on a une prise de conscience de ce qui se passe. Et donc, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on met en œuvre énormément de choses pour rassurer les clients, expliquer ce que l'on fait avec les données. Pourtant, c'est difficile de maintenir un taux de confiance élevé, puisque l'exigence des clients est de plus en plus importante. Donc, je trouvais que c'était intéressant de se dire, en 2015, on avait ça. Qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui? Pas sûr qu'on soit meilleur, bien qu'évidemment, on ait fait énormément de choses pour expliquer et rassurer les clients de ce que l'on fait de leurs données. Donc, voilà, je partageais cette idée à haute voix la dernière fois. Et puis, on le retrouve dans d'autres univers que la protection des données. À partir du moment où on a plus, je pensais à l'écologie aussi, on a plus de prise de conscience du thème en question. Et donc, on est beaucoup plus exigeant avec nos entreprises et nos décideurs. Oui, puis en termes de comportement des internautes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a quand même eu des études récentes, je pense que ça venait des associations notamment de marketing, mais on voit souvent une dualité, c'est-à-dire que les internautes veulent de plus en plus avoir le contrôle, justement sont plus au courant de leurs droits, donc recherchent des solutions qui vont respecter leurs droits à la vie privée, collectent seulement ce qui est strictement nécessaire, mais de l'autre côté, on a des consommateurs qui veulent de la personnalisation. Ils veulent de la publicité qui va être ciblée, qui va être pertinente à leurs intérêts. Et donc, c'est intéressant en termes comportementaux de se dire, OK, mais c'est bien beau, là, mais est-ce qu'un n'est pas contradictoire à l'autre? Carl, je pense que tu es beaucoup là-dedans au niveau de l'expérience consommateur, les interfaces et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi? Je pense qu'on s'est habitué à un Internet qui nous présente ce qu'on veut voir, ce qui est en lien avec nos intérêts. Nos façons de naviguer ont été transformées aussi par toute cette personnalisation-là qui est poussée très, très loin dans des systèmes comme Netflix, Spotify, YouTube. Ça prend une quantité assez importante de points de données pour être capable de nourrir ces systèmes-là puis d'offrir cette expérience de navigation-là qui est de plus en plus même attendue par les utilisateurs. Puis ça entre en dualité avec ce qu'on discute en ce moment. Le niveau de confiance avec la gestion des données, le désir à partager ces données-là. Puis effectivement, je pense que ça vient d'une place d'éducation qui
qui est manquante. Puis je vais poser une autre question, c'est sur qui repose ce devoir d'éducation-là? L'entreprise qui collecte la donnée ou les pouvoirs qui légifèrent sur cette collecte-là, ou les grands joueurs qui capitalisent sur cette collecte de données-là? On peut penser à Google, on peut penser à Netflix, Spotify. Donc. Oui. Bon, j'ai ma propre opinion là-dessus, mais je ne suis pas sûre que je vais m'avancer aujourd'hui. Non, mais blague à part, je pense que comme dans n'importe quoi, tout le monde a une certaine responsabilité. Nous, on a une responsabilité en tant que consommateurs. Les entreprises ont une responsabilité. Nos gouvernements ont une responsabilité aussi pour éduquer la population. Donc, mais après ça, c'est ça. C'est pas toujours évident, tout à fait. Évidemment, dans la loi 25, si vous êtes dans le domaine du marketing et tout ça, vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle disposition qui dit que si on a une technologie qui identifie, profile ou localise un individu, par défaut, cette fonctionnalité-là doit être désactivée et on doit informer l'utilisateur de comment activer l'information. C'est ce qui fait, je pense, que sur le marché, on commence à avoir de plus en plus justement ces fameuses bannières-là de consentement, notamment relativement aux cookies qui font ça. Quand on parle de cookies, vous avez sûrement entendu parler de la fin de, third-party cookies are dead, donc la fin des cookies tiers et tout ça, ce qui amène beaucoup de réflexion sur la personnalisation. On sait que nos clients, nos consommateurs veulent ça, mais là, comment on s'y prend? Donc, on a vu notamment dans le marché plusieurs entreprises faire des programmes qu'on appelle de fidélisation. Je sais que le mot n'est pas toujours à propos. Certains joueurs parlent notamment d'expérience client. Je pense notamment, Frédéric, à la SAQ. C'est votre cas? Oui. Oui. Je trouvais que c'était intéressant la schizophrénie des clients que tu évoquais, avec la volonté d'avoir de la personnalisation et en même temps un petit peu la crainte de ce que l'on va faire de nos données. Donc moi je trouvais que la loi 25 c'était vraiment une opportunité justement pour communiquer de ce que l'on fait et pourquoi on a besoin de récolter des données si on en a besoin. Et c'est vrai que dans notre cas, donc je ne présente pas la SAQ, je suis sûr que vous allez tous aller faire des achats en fin de semaine, mais on a un programme Inspire, qui est un programme d'expérience client qui est là pour le client, avant tout pour le client. Et nous, cette loi 25, c'est une très bonne opportunité de rappeler à quoi ça sert, pourquoi on récolte des données, et puis comment on va les utiliser. Donc, c'est vrai que c'était une réelle opportunité pour nous de... vous regarderez la télé, il y a des spots de publicité qui viennent de sortir où on rappelle ce que l'on collecte, pourquoi, si évidemment je consens, pourquoi ça peut être intéressant pour moi de participer à ce programme d'expérience client pour pouvoir avoir une expérience personnalisée, pour pouvoir connaître ce que je consomme, pour pouvoir mieux accompagner en tant que commerçant nos clients. Donc je trouvais que c'était vraiment une opportunité. Et puis nous, en plus, en tant qu'entreprise publique québécoise, on a un rôle d'exemplarité, de bien expliquer pourquoi on le fait, comment on le fait, ce qu'on en fait. Et évidemment, nous, vous en doutez, mais aucune des données personnelles n'est vendue, on ne fait pas de publicité ciblée. C'est vraiment des données pour accompagner les clients dans son expérience d'achat. Donc, pour nous, c'est peut-être un peu encore plus important d'expliquer et de sécuriser les clients sur comment un programme d'expérience client peut être positif pour lui. Et je trouve que la loi 25 va nous aider en tout cas pour passer ces messages et donner la possibilité d'accepter ou pas, en toute connaissance de cause, de pouvoir adhérer au programme, mais aussi de pouvoir, dans la navigation, accepter d'être géolocalisé ou pas. Donc, par exemple, dans notre cas, on a une fonctionnalité qui est très utilisée pour géolocaliser une succursale, aller voir un inventaire d'un produit spécifique dans une succursale pour pouvoir savoir si je vais me déplacer
pour aller récupérer la bouteille que je cherche, et bien maintenant, je vais avoir conscience, en acceptant ce fameux témoin qu'on a mis en place il y a quelques jours, semaines, de donner cette possibilité au client d'accepter d'utiliser un service tiers, donc de Google Maps, entre autres ici, ou de pouvoir le refuser, puis de jongler en fonction du moment. J'accepte, je refuse, parce que là, je vais aller chercher une information sur un produit, alors je vais accepter ponctuellement, puis je vais le refuser ensuite. Donc nous, on trouve que c'est une vraie opportunité pour faciliter l'expérience client. Mais il y a comme un aspect transactionnel à ça. Je pense que ça fait longtemps que les entreprises disent la valeur des renseignements personnels. Je pense que c'est extrêmement de valeur pour une entreprise de connaître à qui on s'adresse puis d'être capable de personnaliser. Fait que c'est de venir dire, en fait, c'est un peu le même principe qu'on fait quand on fait du commerce électronique. C'est de venir dire, je te donne ça qui est de valeur, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Fait que la notion de consentement est au cœur de ça, parce que les gens doivent comprendre ce qu'ils donnent, pourquoi ils donnent, puis qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour. Puis je pense que la transparence apporte ça. Oui, et je me permets de rebondir aussi parce qu'on le voit concrètement aussi avec nos clients. Plus une entreprise est transparente et travaille sur la manière de communiquer par rapport à sa stratégie de mise en conformité et réellement sur comment on fait pour protéger vos renseignements personnels, on voit que les utilisateurs sont beaucoup plus enclins à donner leur consentement, et ça se ressent justement dans les taux de consentement que nous on aperçoit ou qu'on constate chez Didomi. Plus une entreprise est transparente, plus la communication est claire, plus l'utilisateur comprend ce qui va être fait avec ses renseignements personnels, plus il a tendance à donner son consentement. Donc effectivement, il y a des vraies opportunités pour les entreprises de retravailler la manière dont elles communiquent avec ses utilisateurs et ses clients. Puis évidemment, en tant que bonne présentatrice, je suis tellement absorbée par ce que nos copanélistes ont à dire que je n'ai pas du tout suivi le fil des diapositives. Donc, je vais vous poser une question à l'envers. Dans le fond, j'aurais dû vous la poser avant, mais vous avez entendu, nos copanélistes ont beaucoup parlé d'opportunités. Donc, tentez d'effacer ce que vous avez entendu pour ne pas être influencé. Non, mais blague à part, je serais curieuse de savoir si pour vous, les éléments de conformité, notamment en lien avec la protection des renseignements personnels, est-ce que c'est quoi la question? Pour vous, la conformité en matière de protection des renseignements personnels est une opportunité d'affaires ou des cases à cocher, rien de plus? OK. J'aimerais ça m'entretenir avec les gens qui ont répondu des cases à cocher, rien de plus. Je vous fais monter sur la scène, non? Non, mais blague à part, puis je ne sais pas si Sophie l'a vécu dans sa carrière, mais bon, je viens notamment du monde de la conformité et oui, on est souvent vu comme des arrêteurs de projets, des gens qui ne sont pas innovants. Bon, peut-être qu'il y a certains de nos collègues qui sont comme ça. Je pense que je ne me suis jamais définie comme ça. Et comme l'ont dit nos copanélistes, je pense vraiment que les lois, en fait, la façon, moi, que j'aime le voir, c'est vraiment le voir comme une opportunité puis comme un défi de dire, OK, on a ça devant nous, comment on peut être créatif pour, oui, respecter, mais innover à travers tout ça. Et j'ai vu des entreprises qui, à la suite de changements législatifs, ont développé des produits vraiment extraordinaires, justement parce qu'ils ont fait appel à la créativité. C'est venu rebrasser souvent des vieux processus. Donc, je vois le temps qui passe. Je terminerai peut-être là-dessus. Je serais curieuse d'entendre mes copanélistes sur ça. Moi, je veux bien réagir parce que je comprends les gens qui ont voté 22%. Puis moi, je suis TI, donc je suis au milieu du marketing et des juristes. Et, une belle position, ça. Exactement. Et puis, je peux vous dire que les discussions chez nous ont été vives. Évidemment, le cadre législatif met un cadre qui ne correspond pas forcément aux volontés marketing et à l'ouverture que le marketing aimerait.
Et en même temps, c'est pour ça que je l'ai précisé juste avant, on a réussi à trouver des bonnes opportunités qui, à la fois, un consensus en fait entre les contraintes législatives qui sont ce qu'elles sont et qui apportent une valeur ajoutée indéniable et évidemment, on ne remet pas du tout ça en question. Et en même temps, identifier des opportunités d'affaires qu'on n'avait pas imaginées s'il n'y avait pas eu ce cadre. Et je ne vais pas les étaler là, vous les verrez dans les mois qui viennent. Mais c'est certain que nous, on a eu des discussions vives, animées, mais au final, on a réussi, on avance hein, sur le 22 septembre, on a réussi à faire quelque chose sur le consentement qui convient vraiment bien aux deux parties. Donc l'échange va être... C'est pas facile, ça prend beaucoup de temps par contre, parce que c'est plusieurs mois de travaux, mais en tout cas, la conclusion peut être belle. J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. Vive et animée, ça va. Je ne sais pas, Sophie, Carl, Charlotte. Moi, j'ai envie de faire je révèle quelque chose. Moi, j'ai un parcours en semmellerie avant d'avoir fait mon barreau et je vais faire un parallèle avec une cave à vin, un cellier dans un restaurant. On dit souvent que l'argent dans un restaurant dort dans la cave à vin, dans le cellier. Le risque avec ça, c'est qu'à un moment donné, on en a beaucoup, on n'est plus capable de le gérer. Le vin passe tout droit, il passe son apogée et là, ça peut coûter extrêmement cher. J'ai envie de vous dire que la loi 25, ça donne une opportunité de faire une pause sur vos pratiques actuelles. C'est une obligation, puis on l'a vu, là, les sanctions, ils peuvent être extrêmement salées. C'est une obligation de venir dire, OK, c'est quoi nos pratiques? Qu'est-ce qu'on fait? De un, comment on est capable d'être transparent avec ça? Est-ce qu'on est toujours à jour dans la façon dont on gère ça, dont on collecte les renseignements? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Puis notre base de données a l'air de quoi? Parce que dans le RGPD, puis ça c'est quelque chose qui revenait beaucoup, on parlait du concept de minimisation, qui est un peu dur à dire, là. Fait que c'est la minimisation de la collecte des données, de l'utilisation qu'on en fait, du temps de conservation des gens à qui on communique. Fait que si vous avez actuellement une base de données qui contient énormément d'informations, que ce soit depuis longtemps ou pas, puis des renseignements que vous n'utilisez pas, bien, sachez que votre degré de risque est très élevé parce que si jamais il arrive un incident de confidentialité, bien, votre exposition va être plus élevée parce que votre base de données est plus fournie. Fait que voilà. Je penserai à ça, un cellier dans un restaurant. Carl, un petit mot? Mon expérience, c'est pas sur les réponses, mais il y a de la crainte de perte d'intelligence, de perte de valeur. On sort d'une époque où la donnée est extrêmement valorisée, où les entreprises ont investi beaucoup à développer des solutions technologiques qui vont chercher le plus de données possible. Et puis là, on vient, comme vous disiez, mettre un frein à ça. Mais c'est aussi une opportunité, comme vous disiez, pour les entreprises à revoir leurs pratiques de données. Puis, de redonner le contrôle à l'utilisateur sur ses données personnelles, ça ne veut pas nécessairement dire une perte d'intelligence. Il y a des mécaniques qui peuvent être mises en place avec une bonne architecture de données pour continuer de maintenir cette base d'intelligence-là, juste assise sur des points de données qui ne sont pas réconciliables avec une personne physique. Donc, c'est un changement, c'est une évolution dans une nouvelle direction qui est un peu dans un courant opposé à celui qu'on a connu pour les 15 dernières années. Mais c'est une crainte légitime, mais qui est 100% adressable par la suite ou dans le cadre du développement d'une nouvelle solution. Super pertinent. Charlotte? Oui, je rebondis parce que, encore une fois, on l'a beaucoup vu avec nos clients qui parfois collectaient de la donnée en masse. Il y a de la donnée qui n'était plus pertinente, qui était parfois fausse. Et on a vu du coup beaucoup d'entreprises revoir complètement la manière dont les données étaient collectées. En plus, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la fin des cookies tiers. On a beaucoup de clients qui maintenant misent sur une donnée déclarative, donc qui insèrent dans leur parcours client et utilisateur des fenêtres qui demandent à l'utilisateur s'ils sont d'accord pour donner telle ou telle information.
en expliquant pourquoi. Par exemple, on a un client qui a créé un centre de préférence dans son compte utilisateur, et donc l'utilisateur peut venir lui-même donner sa donnée pour recevoir les informations pertinentes, déclarer ses préférences, et on voit que cette donnée déclarative est beaucoup plus précieuse finalement que la donnée qu'on pouvait collecter via des cookies tiers par exemple, qui n'étaient pas forcément pertinentes pour nos clients. Donc, effectivement, je pense que tout ce qu'on a mentionné, comme je vous dis, là, désolée là, pour les diapositives, mais moi, je vois un futur, je dirais, créatif, à tout le moins au sein de nos organisations. Pas sans mots de tête, je l'avoue, mais un futur créatif. Donc, est-ce que je sais qu'on a dépassé le temps, mais je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont des questions. On serait rendu à ce moment de la présentation de ce matin. Et j'ai un micro juste ici que je peux faire passer au besoin. Merci. Bonjour. J'aurais une question sur les sanctions. Je ne sais pas si c'est un sujet qui va être abordé un peu plus tard, mais on parle beaucoup des sanctions concernant le secteur privé, ça a été mentionné. Et ma question est de savoir, est-ce qu'il y a aussi des sanctions pour le secteur public ? Sophie, tu veux te lancer ou on... Effectivement, c'est une loi différente, la loi sur l'accès. Le fonctionnement est différent, public versus privé. Puis là, je dois avouer que je n'ai pas relu ma loi sur l'accès le moment, mais de mémoire, il n'y a pas, je pense, de sanctions dans le secteur public. Parce que, bon, c'est l'appareil gouvernemental, puis c'est comme prendre, veux pas, l'argent dans une poche puis la remettre dans une autre, là. Mais il y a d'autres modalités. Il y a quand même d'autres, pénalités là, au niveau du public, là, mais c'est différent que le secteur privé. C'est sûr que c'est différent parce qu'un des facteurs qui est pris en compte dans la loi 25 pour l'imposition de sanctions des entreprises privées, c'est si l'entreprise a ou non fait du profit avec la contravention à la loi. Fait que c'est sûr que dans le secteur public, c'est pas une notion qui s'applique, là. Mais on peut, si vous voulez nous donner vos coordonnées, on peut peut-être vous répondre, vous revenir à cette question-là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres Alors apparemment, il y a plein de questions via l'outil de sondage de QR code qu'on a implémenté. Donc je ne sais pas si vous voulez reposer votre question à l'oral ou que l'on descende la liste de questions. Je peux aussi descendre cette liste de questions si vous voulez, à moins que vous souhaitiez la poser. Ok. Question de Benoît pour les avocates. Votre avis sur la présence ou pas d'un bouton refusé sur la bannière de demande de consentement? En fait, c'est justement ça que la loi évite. Donc, quand on parlait de bannière de consentement avec les outils technologiques qui permettent d'identifier, localiser ou faire du profilage, c'est de donner l'opportunité d'activer et non pas de désactiver. Fait qu'on parle vraiment d'un opt-in. Puis, évidemment, lorsqu'on parle des bannières de consentement, je vais faire du pouce là-dessus. Ça dépend des types de témoins de connexion. Donc, oui, on a les fameux témoins qui permettent de localiser, identifier et profiler, mais il y a quand même d'autres technologies de l'information qui, là, ne tombent pas dans cette catégorie-là. Donc, en avocate plate, on va vous dire que ça dépend. Mais il y a quand même des notions. Puis là, je ne me souviens plus si au Québec, on a la même notion qu'en Europe, mais à tout le moins, c'est dans les bonnes pratiques, là. Normalement, un consentement, un utilisateur doit pouvoir aussi retirer son consentement. Donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, quand on a des bannières de consentement, on devrait toujours mettre, puis là, c'est mon opinion personnelle et mon interprétation, comme on dit, il y a plein d'interprétations juridiques, mais normalement, on devrait toujours mettre au même niveau le accepter que le refuser, parce que c'est de permettre de le retirer tout aussi facilement que de le donner. Puis je présume que vous le voyez, vous aussi, de votre côté.
J'ajoute qu'on a eu la même chose en fait en Europe, où au début il n'y avait aucune précision, c'était pas très clair. Donc petit à petit, les autorités locales de protection des données se sont toutes prononcées et sont venues affiner et préciser justement ce point-là. Donc peut-être qu'il y aura la même chose au Québec, mais ça avait commencé par une partie très floue, donc pas de bouton refusé, et puis finalement en fait ça a été imposé parce que un consentement, en tout cas ce que dit par exemple l'autorité française, mais aussi maintenant en Espagne, en Angleterre, c'est que il doit être aussi facile de dire oui que de dire non, sinon le consentement n'est pas valide. Donc en tout cas en Europe maintenant on a été obligé de rajouter ce fameux bouton refusé, donc peut-être que par la suite voilà, ce point-là viendra s'éclaircir. Puis de mémoire, là, dans le fameux document que Sophie parlait, vous savez, le petit guide qu'elle vous a dit de lire si vous vouliez vous endormir, les lignes directrices sur le consentement de la Commission d'accès à l'information, évidemment, ils ne sont pas finales, mais ça peut être intéressant. Il y a quand même des exemples que la Commission d'accès à l'information donne sur des pratiques qui seraient conformes ou non. Et de mémoire, on donne notamment l'exemple du consentement sur les cookies. Et ce qu'on semble dire, encore là, il faut prendre ça là, avec des pincettes, là, mais ce qu'on semble dire, c'est qu'un consentement dans une bannière qui demanderait trop de clics rencontrerait potentiellement pas le critère d'un consentement, je pense que c'est éclairé. Donc, il y a quand même là... Une question intéressante qu'on n'a pas abordée dans la conférence, puis j'y ai pensé, je me rappelle plus par rapport à quelle question, mais... Dans ce beau guide-là, les lignes directrices, on parle aussi d'éviter la lassitude du consentement. Puis, tu sais, quand on parle d'utiliser des termes clairs, simples et clairs, d'éviter les avocasseries pour aller chercher un consentement, d'éviter les longs documents, y aller comme vraiment short and sweet. C'est dans le but notamment d'éviter ce que la Commission d'accès à l'information appelle la lassitude du consentement, qui fait que finalement, l'utilisateur, il est juste comme whatever, là, je veux juste comme accéder au site web, là, je vais juste comme tout cocher, puis that's it, t'sais. Fait que gardez ça en tête aussi, là, je pense que c'est assez important. Puis aussi la notion de, oui, consentir à la collecte, mais la notion du retrait du consentement est très importante aussi. Puis ça peut être un retrait du consentement en tout ou en partie par rapport à vos bases de données. Fait que, tu sais, la segmentation des bases de données, ou en tout cas d'être capable de la morceler, c'est très important aussi, parce que quelqu'un peut vouloir, par exemple, retirer sa date d'anniversaire de vos bases de données, mais il serait correct à avoir son adresse courriel. Puis là, on n'embarquera pas avec la compatibilité avec la loi anti-pourriel, là, mais gardez ça en tête également, là. Puis en fait, tout ça pour dire que par rapport au retrait des consentements pour les cookies, par exemple, ben ça porte à croire que ça ne serait pas suffisant de mettre une bannière peut-être juste la première fois que quelqu'un visite un site web, ou en tout cas, il faudrait qu'il y ait un outil pour que la personne puisse retirer ou désactiver ce paramètre-là ultérieurement dans une 3e ou 4e visite. Là, et justement, il faut bien avoir en tête, et ça c'est ce qu'on observe aussi pas mal, que donc il y a l'interface, donc avoir les bons boutons au bon endroit, mais il faut aussi que ça soit effectif. Donc ça, il y a un petit paramétrage quand même à faire derrière. Donc quand l'utilisateur dit non, il faut bien que derrière, vos partenaires reçoivent le bon signal et que, par exemple, là on parle de bannières, par exemple pour les cookies, les partenaires soient bloqués et qu'il n'y ait effectivement pas de cookies déposés. Donc ça demande quand même un paramétrage, et on propose un accompagnement et des intégrations qui vous permettent aussi de le faire. Très belle transition avec la seconde question que j'allais poser, justement prise dans la liste de questions, plutôt pour Frédéric, Karl et Charlotte. C'est 2 questions en une. La première, c'est comment la loi 25 impacte les cookies. Donc finalement, on peut aller sur ce point-là de paramétrage de TMS comme GTM, Google Tag Manager par exemple. Et la suite de la question, c'est est-ce que le server-side tagging est permis pour continuer à utiliser les cookies au Québec sur les sites web? Donc 2 questions en une. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Karl, Charlotte, Frédéric. Je ne vais pas me prononcer sur ce qui est permis ou pas. C'est vraiment une discussion à avoir avec vos avocats à l'interne. Il y a des positions qui diffèrent d'un endroit à l'autre. Sur le point des cookies, il faut comprendre, le cookie, c'est une méthode d'entreposage d'informations dans un navigateur. C'est juste une partie de la donnée personnelle qui transige au travers des systèmes. La donnée personnelle peut transiger au travers d'un iframe. Donc, si j'intègre une vidéo dans mon site, la donnée personnelle peut transiger au travers d'une API.
Donc, quand on appelle un système tiers pour offrir une fonctionnalité sur notre site, il y a de l'échange d'informations à ce niveau-là. Puis, il y a de l'information aussi qui peut être déposée dans la mémoire du navigateur pour être capable de la récupérer plus tard, pour reconnaître cet utilisateur-là, lui offrir des fonctionnalités particulières, le connecter à son compte s'il a déjà offert ces informations de connexion, ne pas avoir à revalider son âge si on a une bannière d'authentification en amont sur le site. Donc, c'est de faire attention, de ne pas s'arrêter aux cookies qui sont le point de discussion principal, je pense, autour des enjeux de collection de consentement. Puis après ça, oui, il y a une façon d'aller gérer les scripts qui déposent ces cookies-là, puis de les empêcher de s'exécuter ou de leur permettre de s'exécuter en fonction du niveau de consentement collecté. Tout à fait. Le cookie, c'est un moyen de collecter des renseignements personnels. Il n'y a pas que ça. Justement, le server-side, ça fait appel aux API. Donc, voilà, je ne veux pas non plus trop rentrer dans la technique, mais on vous fournit les moyens de bloquer la collecte de renseignements personnels pour toutes ces méthodes-là. Et les cookies, et si vous utilisez du server-side via l'API, et il faut effectivement le paramétrer correctement. Autre question un peu plus polémique, pourquoi mettre autant d'emphase autour de la CMP, sachant que la mort des third-party cookies est annoncée pour 2024, sachant qu'elle est annoncée pour 2023 et 2022 aussi. Pour ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas juste les cookies. Et pas juste les cookies tiers, parce qu'il y a la disparition des cookies tiers, mais pas des cookies first party. Et il y a beaucoup d'autres méthodes, comme Karl l'a très bien expliqué, de collecte d'informations personnelles. Voilà. Question un peu plus pointue peut-être pour Sophie. La loi 25 s'applique-t-elle à une filiale américaine dont la maison mère est située au Québec ? Les questions de territorialité, c'est toujours un beau casse-tête, là, surtout en matière de protection des renseignements personnels. Vanessa le disait tantôt avec le transfert des renseignements d'un territoire à l'autre. Mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est la personne concernée, les renseignements, en fait, la collecte a lieu où? L'individu, c'est qui? Si ça a lieu au Québec, alors oui, la loi 25 s'applique. Très bien. Question suivante. Je défile si vous voulez. Enfin, je défile les questions. Si vous voulez poser une question en direct, n'hésitez pas. Dites-moi. Autre question, peut-être plutôt pour Vanessa cette fois. Je pense qu'au niveau fédéral, il y a une nouvelle loi en préparation, peut-être Bill 27, Bill 27. Comment va-t-elle impacter le tout ? 2027, mon Dieu, j'espère qu'elle va arriver avant ça. Donc, encore là, c'est un sujet complexe. La loi, elle est au fédéral. On a déjà eu un premier dépôt, donc on a déjà vu la première mouture. Puis, tu sais, pauvre Sophie, toi qui aimais la mouture de Pipeda avec l'annexe saute avec la nouvelle mouture. Donc, au niveau fédéral, juste rapidement, là, la loi peut trouver application dans différentes provinces qui n'ont pas leur propre loi en matière de protection des renseignements personnels. Donc, à l'heure actuelle, elle s'applique notamment, par exemple, en Ontario et pour certaines entreprises de compétences fédérales au Québec. Et puis, cette loi-là elle est en processus d'être modifiée. Elle est divisée de mémoire en 3 sections. Donc, on introduit un volet au niveau de l'intelligence artificielle. Puis sinon, au niveau de la loi fédérale, on est quand même venu, je dirais, codifier des choses qui étaient déjà dans les bonnes pratiques, qui étaient dans la jurisprudence. On est venu codifier des décisions des commissaires à la vie privée. Donc, souvent, pour les entreprises qui suivaient déjà les bonnes pratiques, il y a quand même pas de surprise. Mais sinon, je dirais ça va dans la même veine là, que les autres lois. Donc, ça devient plus strict. Donc, le RGPD a lancé le bal en 2018. Exact. Puis après ça, le reste en a découlé. Je vous dirais, moi, ce que je trouve intéressant de notre point de vue, ou en tout cas du moins en tant qu'avocate, c'est que comme le RGPD a tellement fait couler d'encre dans les médias, puis même des entreprises qui n'étaient pas en tout assujetties au RGPD paniquaient à cause du RGPD. Fait qu'on dirait que ça a mis la protection des renseignements personnels dans le top des considérations des entreprises,
alors que ça ne l'était pas avant. Pourtant, comme on l'a dit, ça fait longtemps qu'il y a des lois sur le sujet. Après ça, il y a eu des incidents, il y a eu des bris de sécurité et de confidentialité d'entreprises qu'on nommera pas, mais qui a aussi ramené ces préoccupations-là au top pour les entreprises et pour les individus. Fait que je pense que la mentalité est déjà là. Fait qu'après ça, c'est de mettre en place des choses qui sont conformes. T'sais. Oui, puis rappelons, puis là encore là, ça peut être complexe, là, mais on a des lois qui doivent être notamment adéquates là, avec le RGPD si on veut permettre la libre circulation des données. Et à chaque, je ne sais pas si c'est 10 ans, mais en tout cas, il y a un intervalle où l'Europe va venir réviser les lois des différents pays pour leur donner leur statut de loi adéquate ou non. Et le Canada, on est en plein dedans. Donc, c'est notamment aussi pour ça qu'on était dû pour une refonte, pour s'assurer qu'on s'alignait davantage avec les pratiques européennes. Donc, comme le dit Sophie... On l'était avant, avec pré-RGPD, puis là, c'est ça. Exact. Donc, on s'en va vraiment vers des lois plus strictes. Oui, et puis si je peux me permettre, même côté affaires, business, chez nous, Didomi, on voit qu'il y a une vraie capillarité globalement du Québec vers l'Ontario, avec de plus en plus de demandes de la part d'entreprises d'Ontario qui ont envie d'être conformes à la loi 25. En parallèle, BC, la Colombie-Britannique, regarde beaucoup ce qui se passe en Californie. En Californie, ça bouge beaucoup aussi. Ça veut dire que côté fédéral, si on voit que en Colombie-Britannique, ça bouge en Californie, en Ontario, ça bouge au Québec, il est probable qu'une loi fédérale arrive bientôt. Donc on verra quand. En tout cas, ce qui serait bien, c'est effectivement anticiper ce point-là pour ne pas être acculé au moment de la mise en application de la loi. Question suivante, on va dire l'avant-dernière question. Si jamais vous avez envie de poser une dernière question, n'hésitez pas. Je dis ça puisqu'il est bientôt 11h et que ça va faire 1h30 que nos panélistes sont sous le feu des projecteurs. Dernière question donc, de la liste ici. Les nouvelles exigences relatives au consentement s'appliquent-elles aux renseignements personnels déjà recueillis? Le cas échéant, comment obtenir le consentement nécessaire? Donc je ne sais pas si Frédéric a un élément de réponse par rapport sur ce point. Je pense à l'implémentation de la bannière de consentement cette semaine par exemple. Je ne vais pas répondre l'aspect avocat. Je vais répondre que je vais répondre sur ce qu'on a fait plutôt, puis je vous laisserai compléter. Évidemment, nous, on a une base client qui est extrêmement importante avec notre programme Inspire, puisque c'est le plus gros programme du Québec. Et nous, on va rechercher le consentement de nos clients. Et puis ceux qui ne répondent pas à ce consentement, on va considérer qu'ils ne veulent plus faire partie du programme. Je peux débuter, puis Sophie, tu pourras compléter. En fait, la loi n'est pas rétroactive. Cela étant dit, quand on parle de renseignements personnels, les renseignements personnels, on les a collectés, mais on va potentiellement aussi les utiliser en continu. Et donc, si, par exemple, on a collecté l'information selon le consentement qui était valide à l'époque et que j'utilise le renseignement personnel, et là, je tombe dans une nouvelle exigence en lien avec l'utilisation. Prenons l'exemple de utiliser à des fins secondaires un renseignement sensible, bien là, les dispositions de la loi 25 sont applicables. Donc, ça dépend vraiment dans le temps qu'est-ce que vous faites avec votre renseignement personnel. Donc, on ne doit pas nécessairement recollecter le consentement, mais je mets des bémols, ça dépend de ce que vous faites avec. Et parfois, comme Frédéric l'a mentionné, pour diverses raisons, que ce soit la gestion de risque ou pour se faciliter la vie, ça se peut qu'on prenne une décision d'affaires de dire, on va aller rechercher des consentements. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. La seule chose que je peux rajouter par rapport à ça, c'est par rapport aux fins secondaires, là, justement. Là. Un des éléments majeurs qui distingue par rapport à la mouture précédente, c'est qu'avant ça, utiliser des renseignements personnels à des fins de prospection commerciale, c'était permis. C'était considéré comme étant légitime dans le cadre des affaires. Là. Maintenant, ça ne l'est plus. Alors, si vous avez recueilli des renseignements personnels aux fins de fournir un service à quelqu'un,
puis que, bon, évidemment, vous pouvez continuer à lui fournir dans la mesure où, comme tout a été divulgué adéquatement. Par contre, ce genre d'utilisation secondaire-là, notamment à des fins de prospection commerciale ou philanthropique, on pense par exemple à envoyer, je ne sais pas moi, des envois postaux ciblés à quelqu'un, ou la loi antipourriel, comme je vous disais, c'est la loi antipourriel qui s'applique, fait que ça, il faut s'assurer de demeurer conforme à ça. Mais sachez que ce genre d'utilisation secondaire-là, à des fins, entre guillemets, marketing, peut devenir problématique. Donc, va falloir porter attention. Une dernière question? Oui. Bonjour. J'avais une petite question par rapport à justement la loi antipourriel. Comment ça s'applique en fait au niveau de la loi 25 versus la C28 où on parle de consentement implicite? Par exemple, quand un client fait un achat, même si on n'a pas recueilli le consentement express, on peut quand même utiliser et considérer son consentement comme implicite. J'ai l'impression que ça rentre complètement en contradiction maintenant avec la loi 25. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là? En fait, la question est intéressante puis est un petit peu complexe à répondre en ce moment, considérant que la loi antipourriel date de 2014 puis la rédaction date de 2014, mais dans la loi antipourriel, il y a une disposition qui dit que la loi antipourriel prévaut sur la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, qui est PIPEDA, donc la loi fédérale. La loi précédente du Québec était considérée similaire, c'est quoi le terme? Essentiellement similaire à PIPEDA. Et donc, moi j'interprétais ça, puis je pense que je ne suis pas la seule, là, en disant que la loi antipourriel prévaut aussi sur la loi sur la protection des renseignements personnels au Québec parce que c'est plus spécifique. Ça concerne vraiment les communications électroniques commerciales. Là, on va tomber dans un espèce de là, le statut, c'est quoi? Parce que là, la loi fédérale est en train d'être refonte. Là, on a cette nouvelle loi-là au Québec. Fait que moi, j'aurais tendance à penser que le même principe s'applique, là. Et donc, pour les communications électroniques, c'est vraiment la loi antipourriel qui s'applique. Maintenant, c'est sûr, puis les deux sont conciliables aussi, parce qu'au niveau du consentement express dans la loi antipourriel, on disait déjà que ce consentement-là, le libellé, devait être comme distinct du reste. Donc, tu sais, il y a des éléments qui sont repris. Mais c'est sûr que même en matière de communication électronique, il reste qu'un renseignement, une adresse courriel ou une adresse électronique est un renseignement personnel. Et donc, votre façon de gérer cette adresse-là doit être conforme à la loi en vigueur au territoire où vous êtes. T'sais. Fait que les deux vont ensemble. Là. Allez, une toute dernière question. Pour être certain d'avoir répondu à tout le monde. Non? Si, là. Bonjour. Tantôt dans les slides, vous aviez le point qu'il y avait des renseignements qui pouvaient être pris de manière implicite, avec un consentement implicite versus explicite. Est-ce qu'il y a j'imagine qu'il n'y a pas une liste exhaustive, mais de quel type de renseignements on parle quand on pense au côté implicite pour le consentement? C'est un peu complexe parce que, vous l'avez mentionné, vous faites possiblement tous affaire, pas juste au Québec, et ces notions-là ne sont pas nécessairement pareilles au Québec et ailleurs au Canada. Je vais donner un exemple dans les fameuses bonnes pratiques là, dont Sophie parlait au niveau fédéral. Le commissaire fédéral vient dire que normalement, plus un renseignement est sensible, plus on devrait aller chercher un consentement exprès. Ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la loi québécoise. Mais là, si on est une entreprise qui fait affaire partout au Canada, moi, personnellement, les recommandations que je fais, c'est souvent, prendre la loi la plus sévère. Donc, moi, personnellement, je recommande, si vous avez des renseignements sensibles, d'aller chercher un consentement exprès. Il y a cette notion-là dans le projet de ligne directrice, là, cela dit, là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi la question, puis ça peut-être que vous êtes tous au courant de ça, là, mais quand on parle de consentement implicite, il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'on soit transparent aussi. Un consentement doit demeurer manifeste, même s'il est implicite. Puis là, on pourrait en parler probablement pendant 2 heures, là, parce que ça aussi, ça donne des mots de tête. Là. Ça pourrait être commandité par Tylenol. Mais le point étant que il faut que la personne... manifeste veut dire une action.
Manifeste veut dire que c'est non équivoque. La personne a consenti à cette collecte-là parce qu'elle a accédé au site web, par exemple. Mais là, l'exemple est peut-être pas bon, là. Ou parce qu'elle a rempli le formulaire. Fait que cette notion-là de manifeste demeure même si c'est implicite. Implicite veut dire comme plus un opt-out, dans le sens où je comprends que mes renseignements vont être collectés de cette façon-là, vont être utilisés à cette fin-là, puis j'ai l'opportunité de opter out, là, de refuser que ça le soit. Versus quand on parle de consentement express, où là, c'est vraiment un geste positif, une case à cocher, c'est vraiment un opt-in. Puis là, vous m'aimerez pas, mais dans certains cas, moi, je challenge souvent mes clients à dire, OK, mais pourquoi on ne veut pas nécessairement un consentement exprès? Est-ce que opérationnellement parlant, c'est parce que c'est compliqué, c'est difficile, on n'est pas capable de suivre la donnée? Si c'est pas compliqué, si on peut le faire, c'est toujours mieux d'avoir un consentement express parce que, bien, justement, c'est express, c'est clair. Donc, encore là, ça dépend des façons de faire, ça dépend de la difficulté d'opérationnaliser tout ça, mais c'est ça. Si on regarde ce qui se fait ailleurs au Canada, souvent, on va associer le consentement exprès avec la notion de sensibilité des renseignements personnels. Très bien. Eh bien, merci. Merci à tous. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir accepté ce rôle de présentatrice en même temps de chef PRP. C'était très agréable de vous avoir avec nous. Et puis, merci Sophie, merci Karl, merci Frédéric et merci Charlotte. Merci encore à tous. N'hésitez pas à rester si vous souhaitez... Pardon. On va tous rester, quand je dis on, c'est le panel, c'est Thomas, c'est moi, donc on va tous rester ici encore une petite heure. Donc n'hésitez pas à rester si vous avez encore quelques questions, ou même simplement pour boire du café après toutes ces informations effectivement intenses. Merci encore, et puis à très bientôt. Merci.